à parler, à se vanter sur ses exploits avec les jeunes filles. Il m'a dit, mais avec toi c'est pas pareil, il faudra que je prenne mon temps. Et quand même, il m'a touché, il m'a déshabillé. Et ce soir-là, il a essayé de me violer. Je me suis dit, j'ai baissé les bras finalement. C'était vraiment parce que ça me coûtait plus pendant 1 heure de lui dire, écoute, non Lucien, tu me fais chier, j'ai pas envie, je t'ai déjà dit. J'ai plus du tout eu la force de caractère et je me suis dit qu'il y aille le vieux bougre, si ça lui fait du bien, j'en serais débarrassée quoi finalement. Moi j'ai vu des mineurs, je sais pas si tu te souviens, les 3 petites qui sont allées voir leurs parents en disant Lucien m'a touché, Lucien m'a fait ceci, Lucien m'a fait cela. Moi j'ai pas supporté. Je me rappelle trop en Suède, une fois, une petite Française qui m'a dit écoute Pascal, si tu es une responsable, tu n'as pas le droit de me laisser dans les griffes de ce vieux salopard. L'homme que toutes ces femmes accusent, c'est lui, Lucien Angelmayer, 78 ans, fondateur de la secte du Patriarche. Il y a 1 an et demi, le gourou a été destitué par ses plus proches lieutenants. Depuis, il se tait. Nous l'avons retrouvé en Espagne, où pour la première fois, il s'exprime. Je peux parler un peu? Que le public français rigole un peu d'un mec qu'on détruit à 70 ans pour avoir sauvé des milliers, des centaines de milliers de gens. C'est tellement fou. Pour retracer le chemin du Patriarche, nous sommes revenus sur le domaine de la Bohère, à une 30aine de kilomètres au nord de Toulouse. C'est là que tout commence, en 1972. Sous l'œil déjà intéressé des médias, Lucien Angelmayer crée son premier centre de cure pour toxicomanes. René, t'as du courrier? Gisèle. Comment vas-tu, ma chérie? Dans ces années hippies, la drogue est un fléau grandissant et les structures d'accueil manquent. Le Patriarche a le mérite de proposer une solution séduisante. Dieu, mais c'est Jean, le reporter. C'est vrai, elle est contente. Porte à peine Nathalie si tu veux, elle a un courrier, dis-lui qu'elle a une lettre pour elle. Il fonde une communauté de vie conforme à l'ère du temps, tout en s'affichant comme un homme d'ordre. Devant les caméras, Lucien Angelmayer cultive d'ailleurs soigneusement cette image de père de famille, sévère mais juste. On vous appelle le patriarche. Est-ce que c'est pas un peu paternaliste, votre expérience? C'est sûrement au départ paternaliste, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le jeune qui vient ici, même s'il ne l'avoue pas, a besoin de sécurité, a besoin d'autorité. Seulement, c'est une autorité qui est basée sur l'amour, sur la tendresse, sur la fête, sur la joie de vivre. Et je crois qu'ils me permettent une attitude de père très sévère souvent, ce qu'ils n'ont jamais permis à leurs propres parents. Dès cette époque, des rumeurs commencent à courir. Elles disent que le patriarche n'est pas l'agneau qu'il prétend être, qu'il est colérique et parfois violent envers ses pensionnaires. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur le nez? Je me suis cassé le nez hier soir. Un accident? Non, j'ai une crise d'épilepsie. Et la vie en communauté, tu penses que ça va t'aider à t'en sortir? Non, je pense que si quelqu'un qui peut m'en sortir, c'est le patriarche. Derrière les portes de la Bohère, Lucien Angelmayer met en pratique sa méthode, le sevrage bloc. À leur arrivée, les drogués sont sevrés brutalement avec l'aide d'anciens toxicomanes. Ils ne reçoivent aucun traitement, juste des tisanes, des massages et des bains de plantes. Après le sevrage, très vite, Lucien Angelmayer les met au travail. C'est le principe fondamental de la thérapie et la clé de voûte de toute l'arnaque. Valérie et Marie, 2 anciennes pensionnaires ayant vécu dans l'entourage du patriarche, ont accepté de décrypter le système. Là où Angelmayer a fait très fort, c'est qu'il ne donnait pas de limite de temps aux gens, c'est-à-dire au contraire,
Lui, ce qu'il voulait, c'était les garder tout le monde, parce que ça lui faisait de la main-d'œuvre gratuite. Le système est d'une simplicité diabolique. Au patriarche, la cure se paie. Or, la cure, c'est le travail. Autrement dit, les toxicomanes paient pour travailler. Mais le fruit de leur labeur leur échappe et ils rapportent infiniment plus qu'ils ne coûtent. Pascale Bastiani, 39 ans, peut en témoigner. Elle a vécu 12 ans au patriarche, 12 ans sans salaire, sans vacances, 12 ans pendant lesquels, comme beaucoup d'autres, elle a engraissé l'association. Nous, on fait rentrer de l'argent en permanence, on est une véritable source de financement, de par la recherche de dons, de par la vente de bouquins, de par toutes les activités lucratives qu'on peut mener pour faire avancer soi-disant l'association, mais plutôt l'enrichir en tant que multinationale ces dernières années, quoi. Le système est lancé et bien rodé. On organise des braderies de l'espoir où l'on vend les vêtements offerts à l'association par de généreux donateurs. Rien qu'en France, les ventes de livres et de revues rapportent en liquide jusqu'à 40 millions de francs par an. C'est avec l'argent amassé par les toxicomanes que le patriarche bâtit son empire. Il achète une propriété, puis 2, puis 3, puis des dizaines. Toutes sont restaurées gratuitement par ses pensionnaires avec des matériaux de récupération. La petite association, fondée en France en 1974, devient une multinationale. Sur Internet, on peut lire qu'elle possède plus de 250 centres à travers le monde. En Amérique du Nord ou en Amérique latine, le patriarche est reçu comme un grand philanthrope. La mystification dure plus de 20 ans. Mais en février 98, coup de théâtre, le gourou est renversé par ses plus proches adeptes dans de mystérieuses circonstances. Le Tibidabo, sur les hauteurs de Barcelone. C'est là, dans cette somptueuse villa, que nous avons retrouvé le patriarche. Il se taisait depuis des mois, nous l'avons convaincu de s'expliquer. Ce qu'il a fait finalement, et pendant des heures, de toute évidence, Lucien Angelmayer adore parler de lui. C'est mon nom, hein, c'est pas une pub, c'est mon nom, et ça c'est mon organisation. Alors, sur tous mes livres, sur tous mes cahiers, ça se connaît, hein. Vous pouvez l'effacer, hein. Dans le monde entier, on connaît ce sigle, hein. Je vous parle d'une œuvre, pas d'un homme, hein. Je suis pas Staline, hein. J'ai eu la force et le courage d'engager un combat que j'ai perdu, puisqu'il y a plus de drogue que jamais, il y a plus de sida que jamais. J'ai donc pas gagné, mais je suis le seul au monde à avoir soigné plus de 100 000 toxicomanes à 87% de réussite. Lucien Angelmayer se présente volontiers comme un sauveur universel, un grand homme injustement décrié. Il a le verbe facile et la mémoire sélective. Son discours peut sembler incohérent. Il donne en réalité des indices précieux sur ses rapports très particuliers à l'argent, au pouvoir et au sexe. Sur chacun de ces thèmes, nous avons confronté les réponses du patriarche avec les témoignages de ses anciens pensionnaires qui aujourd'hui l'accusent. C'est vrai que je dépensais 30 millions de dollars tous les ans. Vous savez que ça représente, ça fait 180 millions et le gouvernement français, qu'est-ce qu'il m'a donné? De la merde. Un jour, on m'a accusé d'amener de l'argent en Suisse. Hein? Je vais vous montrer les journaux. J'ai vu le gouvernement, j'ai dit, vous êtes con ou quoi? J'ai jamais sorti un franc de France pour la Suisse. Il fallait sortir des dollars de France. Donc, on a organisé un anniversaire sur une croisière à Miami. Pourquoi? Pour donner à 80 personnes responsables, tous triés sur le volet. J'en faisais partie, toi aussi. Mais à ces personnes-là, on a donné à tout le monde 10 000 $ à passer à la frontière. Quand on est arrivé, ça faisait 800 000 $. Vous êtes arrivé à Miami. Qu'on a donné à Lucien Angelmayer en main propre. En 10 ans, j'ai jamais pris un sou pour moi. J'ai jamais rien fait. Je savais même pas où était l'argent, ni dans quelle banque. Pour un homme désintéressé, Lucien Angelmayer a des comptes en banque bien garnis. Ce document prouve par exemple qu'au 31 janvier 1998, il avait 4 millions de dollars, près de 24 millions de francs, sur un compte personnel géré par un courtier américain. L'empire qu'il dirigeait avait des comptes dans tous les paradis fiscaux.
îles Caïmans, Liechtenstein, Suisse. Ça, c'est la liste de ses actifs au Luxembourg en 97. En portefeuille d'actions et en liquidité, le total s'élevait à 14 millions de Deutschmark, soit environ 50 millions de francs. Ce qui m'a dérangé, c'est quand j'ai vu que cet argent devenait obsessionnel. On a parlé de pompe Afrique. Totalement, oui, une obsession de l'argent dans les tournants des années 90, quoi. Je veux dire, et tout à l'intérêt du gourou et de ces associations qu'il a créées, jamais dans l'intérêt du pensionnaire. Moi, j'ai vu des gens qui étaient là depuis des années à l'association, séropositifs, même bien souvent sida, maladie, en traitement, dans des états épouvantables, sans dents, le type qui doit aller voir ses parents, genre, on lui filait rien, de voir un type qui souffre parce qu'il a un abcès dentaire et que le responsable du centre dit ah non, on peut pas te donner d'argent, on peut pas te donner 200 francs pour te soigner, mais vous transportez des milliards à côté de ça, c'est complètement aberrant, quoi. Comment Lucien Angelmayer parvient-il à garder ses pensionnaires, à les faire travailler sans rien leur donner en échange? Tout simplement parce qu'il connaît leurs faiblesses et en profite. Je ne m'occupais de rien d'autre que de drogués, de malades du sida et de pauvreté. Alors donc, je n'étais pas une secte, c'est impossible. Je ne sais pas ce que c'est sectaire, moi, excusez-moi. Je ne comprends pas exactement le mot, j'ai essayé de comprendre ce que c'est qu'une secte. C'est le contraire de chez nous. Une secte, c'est les gens qui vivent depuis des années, etc. Alors nous, on a 1% et 1 pour 1000 qui restent, donc ça ne peut pas être une secte. Ensuite, ce n'est pas que des Français. La plus grande secte du monde, c'est les toxicomanes. Au patriarche, pas de religion, pas vraiment de prosélytisme. La dérive sectaire est peut-être moins évidente qu'ailleurs. Ici, tout repose sur la manipulation mentale. C'est sectaire à bloc. Etc. Alors nous, on a 1% et 1 pour 1000 qui restent, donc ça ne peut pas être une secte. Ensuite, ce n'est pas que des Français. La plus grande secte du monde, c'est les toxicomanes. Au patriarche, pas de religion, pas vraiment de prosélytisme. La dérive sectaire est peut-être moins évidente qu'ailleurs. Ici, tout repose sur la manipulation mentale. C'est sectaire à bloc, vous voyez, puisque les gens qui partent sont des traîtres, on fait courir tout un tas de rumeurs sur eux. Bon, c'est même pas du chantage direct, ou c'est une espèce d'harcèlement psychologique là, qui est latent, qui est... Ce n'est pas ta vie, mais j'imagine si t'es emmené ici... Non, c'est moi qui ai demandé à venir ici. Ah, mais tu me dis il y a une minute que tu voulais pas, c'est pas toi qui as demandé à venir ici. Mais je veux dire, ils m'ont pas tiré pour que je vienne ici, c'est bien que j'ai voulu, hein, puis voilà, puis maintenant je veux plus. Et dans 10 minutes, tu voudras quoi? Tu voudras autre chose encore, et puis... Bon, on s'est tous drogués, on a tous passé un manque hyper difficile, on a tous eu beaucoup de mal à s'en sortir, et la peur de recommencer, c'est la vérité. On se disait, bon, peut-être c'est vrai, peut-être je vais recommencer, peut-être... Et puis voilà quoi. Et en fait, pour tenir les gens, je crois qu'ils jouaient vachement là-dessus. C'était vraiment ce truc typique de la secte, le truc vraiment hyper psychologique. Moi, je suis arrivée au bout de 3 mois, je l'ai parti. On va lui faire une réunion. Voilà, alors c'était 4 ou 5 personnes qui vous prenaient et qui vous disaient mais tu te rends pas compte, dehors c'est pavé de drogue, c'est tous des enfoirés. Alors c'était vraiment tous les gens. Quand tu vas dire que tu es une ex-droguée, qui c'est qui va te prendre? Personne ne voudra te faire travailler. Il y a que moi, Lucien Angelmayer, pour pouvoir aider les gens à tout vous donner. Sauvé de la vie, j'aurais donné tout ce que j'avais. J'ai ouvert les portes du monde. Des centres dans le monde entier qui étaient bien plus beaux aussi que ça, des châteaux pour des drogués. Ici, on m'a accusé de les mettre en prison, ici. Ce que Lucien Angelmayer oublie de dire, c'est que dans ces palais qu'il prétend offrir aux toxicomanes, la violence est monnaie courante. Moi, personnellement, ça m'est arrivé d'avoir une fois un rangement à faire dans une chambre et un garçon de cette chambre est mal rangé, et vu que moi j'habitais dans cette chambre et que j'étais la plus ancienne du patriarche, j'ai eu le droit à dormir dehors un beau mois de mars où il pleuvait la nuit. J'ai dû dormir la nuit dehors, par exemple. Il y avait une fille qui était enceinte, et le fait de ne pas l'avoir dit directement, ça a valu que les responsables se sont mis en colère, lui ont donné un gros coup de poing dans le ventre et qu'elle a perdu son gamin. Et après, ça même a été toute une histoire pour elle d'aller voir un médecin. Les méthodes violentes du patriarche, Bernard Régla et Alain Chitty, imprimeurs à Toulouse et anarchistes, les ont dénoncés dès 1977. Ils ont publié et diffusé une brochure dans laquelle plusieurs personnes ayant fréquenté l'association témoignaient. À l'époque, une jeune femme racontait notamment ceci.
J'ai subi 2 tentatives de viol, 5 passages à tabac, mes parents volés de 8000 francs, le tout par ce personnage qu'il faut appeler patriarche. Mais les pouvoirs publics, eux, n'ont rien vu de tel. Dans cette enquête menée dans les 2 centres du Patriarche en Haute-Garonne, l'inspection des affaires sociales dresse même un an plus tard un portrait plutôt élogieux de l'association. Moi, je crois que le Patriarche, il a bénéficié de 2 choses. Il a bénéficié d'un vide politique en ce qui concerne le traitement de la toxicomanie et de la lâcheté des politiques. Et qui, du moment que quelqu'un a apporté un semblant de solution, et dans un rapport de l'IGAS, il est écrit en toutes lettres, oui, dans les centres du Patriarche, il y a de la violence, le Patriarche est violent, mais nous n'avons pas d'autre solution de rechange. Le patriarche parvient toujours à passer entre les gouttes, grâce à quelques soutiens politiques, mais surtout à un incroyable laisser-aller général. Il finit par se sentir intouchable. Je crois que le gars est tombé dans le panneau dans lequel tout le monde tombe, quoi. Trop de pouvoir, trop d'argent, trop de gens asservis à sa cause, pas de gens qui disent non, plus d'esprit critique, et c'est là que c'est tout l'aspect d'une secte totalitaire. Je veux dire, le chef a toujours raison. On me prend pour un fou, pour un anarchiste, pour un communiste, pour un fasciste. La réalité, c'est que j'ai soigné 100 000 toxicomanes, que j'ai créé un monde inimaginable. Y a-t-il une personne ou des personnes de votre stature en France aujourd'hui? Je crois que c'est pas une bonne question. Parce que s'il y avait une autre personne de ma stature qui s'occupe des mêmes problèmes, il y en a. Mais c'est en général des trafiquants de la mafia, ou alors des gens qui s'occupent de finances, c'est-à-dire le marché libre. Il y a des gens qui ont ma stature pour faire le mal. Il y a des gens qui ont ma stature pour créer des sociétés comme et d'autres, pour ça oui. Mais des gens qui ont ma stature dans l'action que je mène, je garantis, je certifie que non. Et vous pouvez demander à 1000 personnes de haut niveau, non. Moi j'ai vu Lucien insulter, mettre des gens plus bas que terre, mais il se considérait comme Dieu le Père, mais c'était complètement délirant, je veux dire. Voilà, des gens qui parlent de ma poésie. J'ai écrit 10 000 poèmes d'amour. Pour s'élire poète humaniste, il faut quand même déjà être dans une autre dimension intergalactique, quoi. Je veux dire, le gars se comporte un peu comme Louis XIV, voilà. Le roi arrive, la cour est derrière, alors tout le monde est là, à l'affût de ses moindres... Un homme qui jetait ses mouchoirs derrière lui, paraît-il. Non, mais il jette ses mouchoirs derrière. Il faut que les esclaves ramassent, il faut que les esclaves lui lavent ses chaussures, lui lavent ses sous-vêtements, on lui fait des repas de gargantuesques tout en laissant croire qu'ils sont diététiques. Lucien Angelmeyer pourrait n'être qu'un escroc, mégalomane de surcroît, mais le portrait serait incomplet. Abusant de sa position dominante, l'homme a aussi laissé libre cours à ses appétits sexuels, harcelant et agressant des dizaines de jeunes femmes, pour la plupart très vulnérables. Lucien Angelmeyer pourrait n'être qu'un escroc, mégalomane de surcroît, mais le portrait serait incomplet. Abusant de sa position dominante, l'homme a aussi laissé libre cours à ses appétits sexuels, harcelant et agressant des dizaines de jeunes femmes, pour la plupart très vulnérables. Je passe d'abord vous dire bonjour ici. Je caresse mon phallus préféré. Ça, c'est pour les téléspectateurs. Pour qu'ils aient des intentions pures et blanches en regardant ça. Quand elle rentrait pas par la fenêtre, elle rentrait par la cheminée. Mais je ne pouvais pas satisfaire le 10e des femmes. Moi, j'ai calculé qu'un jour, il y avait 19 femmes, et vous pouvez le dire. Courant qu'il se les tapait, ou qu'il essayait en tout cas de se les taper. La femme qui parle a passé 1 an et demi au Patriarche. Elle dissocie très clairement l'association qui lui a permis de régler son problème d'héroïne de son fondateur qui n'a cessé de la harceler.
Le prétexte était toujours le même. Lucien Angelmayer demandait aux femmes qu'il convoitait de lui apporter une tisane. Et un jour, lui était pas très bien, enfin toujours un peu souffrant à l'heure de la sieste. Il me demande d'amener sa tisane dans sa chambre. Et une fois de plus, il recommence avec mes Delphines en essayant de m'embrasser avec sa bouche. Et il y arrive parce que au bout d'un moment, moi, n'étant peut-être pas aussi dans une période affective très posée et très claire dans ma tête, en ayant besoin sûrement aussi d'affection, j'ai cédé à ses avances. Autre lieu, autre victime. Cette femme est entrée au Patriarche en avril 1994 pour soigner sa dépendance alcoolique. 1 an et demi après, Lucien Angelmayer tente de la violer. Cet homme, qu'elle admirait au début au point de lui écrire de longues lettres, abusera d'elle à plusieurs reprises, sachant qu'elle est homosexuelle. Et il est venu de la Motte pour savoir si j'étais là. Alors Thierry lui a répondu oui, elle est là. Et donc on est remonté dans sa chambre. Et là, il a voulu recommencer, puis j'ai dit non. Et c'est là qu'il m'a imposé. Je pensais pas vivre pire, mais j'ai vécu pire encore à ce moment-là. Il m'a imposé une fellation. Ok. Elle a voulu me faire une fellation. 41 ans. Lesbienne. Comment je peux obliger une putain de 41 ans à faire quelque chose? Mais enfin, mais de rigoler ou quoi? Après, je sais plus, pendant un moment j'étais dans l'horreur, quoi. Le soir, fallait que des nanas aillent le coucher, etc. Et puis là, il m'a coincé dans un coin et il a tenté de me violer. Et moi, je l'ai repoussé assez violemment. Je pense qu'il a été hyper surpris parce que c'est pas du tout le genre de réaction auquel il a le droit habituellement. Et donc je suis partie le lendemain matin. Je suis donc allée dans la salle de réunion. Il était là comme un fou et là il a commencé à m'insulter, salope, pute, j'ai le droit de mort sur toi. Si je te tue, il y a tous les gens qui sont autour, personne ne bougera. Enfin bon, j'ai tous les droits sur toi. Je me suis pris des claques, etc. Et donc, vous a frappé? Oui, il m'a frappé. Il m'a carrément attrapé par les cheveux, tapé la tête contre le mur, donné un coup de poing dans le ventre. Non, c'était quand même un mec de 78 ans, il a quand même une force assez incroyable. Il m'a frappé comme s'il frappait un mec. Mais comment imaginer que j'ai pu violer ou forcer quelqu'un à des problèmes de sexuellement, enfin à mon âge? Mais j'étais respecté comme un dieu. Avec l'argent que j'avais, j'aurais pu me payer toutes les putes en Indonésie de 10 ans. Qu'est-ce que j'irais faire dans une maison qui est ouverte à tous les publics, où j'ai plein de gens toute la journée? Mais il faudrait que je sois complètement cinglé. J'aurais pris au moins un hôtel, je serais sorti. Lucien Angelmayer se garde bien d'évoquer le Chalet Grand Borde, un centre de l'association situé à 20 km de Toulouse. Durant l'été 95, Lucien avait décidé de tout simplement faire un centre de femmes, uniquement avec des femmes. Et quelques temps après, en septembre, il s'est installé dans une chambre du chalet. Et le chalet est devenu un endroit où beaucoup de femmes passaient, et de plus en plus jeunes, des mineurs. Angelmayer venait avec beaucoup de plaisir dans ce centre féminin dont il avait fait son harem. Derrière ces fenêtres, une vingtaine de femmes vivent en permanence. Le patriarche a placé à la tête du chalet l'une de ses plus proches collaboratrices, Dominique Julien. Une fois, elle m'a envoyé une fille, j'ai discuté avec elle, je dis non mais tu reviens quand tu as 18 ans.
Et le 16 ou le 19 mars, elle a eu 18 ans, et le lendemain elle est revenue, je ne me rappelle plus la date exacte, et à ce moment-là, j'ai cédé. Je n'ai pas regretté d'avoir cédé. J'étais fier. Et quand j'ai eu fini, qu'elle était heureuse, qu'elle criait, qu'elle pleurait de bonheur, parce que pour elle, ça représente quelque chose de formidable de faire l'amour avec un homme comme moi, qui, comme je ne bande pas trop, je sais toutes les autres caresses, et je donne l'amour. Moi, je vis du plaisir des autres, lis mes poèmes. Je ne lis pas de ma jouissance, mais quand je fais jouir quelqu'un, je donne du bonheur, quel qu'il soit physique, moral, j'ai mon plaisir, je prends mon pied à ce que l'autre soit heureux, et que je sois l'artisan de ce bonheur. Selon nos témoins, Lucien Angelmayer, quoi qu'il en dise, n'attendait en tout cas pas que les filles soient majeures pour les harceler. C'est vrai qu'une fois, j'étais sur la terrasse, je l'ai vu enlacer une petite Suisse qui s'appelait je crois, une petite jeune fille qui devait avoir 15-16 ans, j'en sais rien avec le recul. En tout cas, je sais qu'elle était mineure. Il l'a enlacée de façon très compromettante, quoi. À la limite, cherchant à l'embrasser sur la bouche. On voyait très bien de loin la gamine le repoussant. Mais tu te rappelles l'histoire de la petite mineure suisse qui avait porté plainte en partant? Elle était mineure, elle. Oui, tout à fait. Elle s'appelait... je crois. Elle est partie. Bon, ben c'est pareil. Lucien lui a joué le grand jeu. Il l'a emmené partout. Il lui a payé, je sais pas quoi. Bon, et puis au bout d'un moment, elle a commencé à s'angoisser. Bon, elle s'est échappée un soir. Et tu te rappelles, elle a piqué une crise ce jour-là quand elle est partie. Et puis elle a raconté tout à sa mère. Et sa mère a prévenu les journaux. Elle a commencé à faire des articles. Ils ont eu peur à ce moment-là, ils ont eu très peur, parce que là vraiment c'était... en plus ça partait de la Suisse. Viol sur mineur, c'était la Suisse. La Suisse donnait beaucoup d'argent au patriarche à l'époque, payait énormément pour tous les toxicos qui venaient faire des cures. Et là il y a eu vraiment une grosse peur. Après cette affaire, nous savons que 2 autres scandales ont éclaté en 97 au sein de l'association. Ils concernaient 2 adolescentes, les filles de proches collaborateurs du patriarche. Cette fois, la coupe est pleine. Les lieutenants de Lucien Angelmayer comprennent que leur chef n'a plus aucune limite et qu'avec lui, ils risquent de tout perdre. Je pense que les petits gourous qu'il a formés ont eu envie, en ont eu marre du despotisme de Lucien. Et en plus de ces dérives sexuelles de plus en plus visibles, apparemment, et ils ont décidé de l'évincer, mais moi je pense que c'est pas seulement par souci de transparence, mais aussi pour le patrimoine. On a fait chanter Angelmayer. Angelmayer n'aurait jamais quitté un bateau comme ça. Je veux dire, c'est pas le genre de gars à subir des pressions. Il fallait que les pressions soient grosses, quoi. Je veux dire, c'est pas le genre de gars qu'on fait chanter avec rien du tout, quoi. Le chantage portait en réalité sur des abus sexuels sur mineurs. Certains parents ont menacé de porter plainte devant la justice s'ils ne démissionnaient pas. Lucien Angelmayer nous l'a confirmé à mots couverts, mais il réfute ces accusations très graves portées contre lui. Est-ce qu'ils vous ont fait chanter sur la pédophilie? Bien. D'abord, le terme pédophilie, je ne savais pas ce que c'était, je croyais que c'était pédéraste. Quand on m'a parlé la première fois de ça, donc, on n'a pas utilisé pédophilie. Peut-être qu'ils ont utilisé entre eux ce mot-là parce qu'ils ont appris ce mot, c'est quelque chose. Mais il faut imaginer que ça, on a affaire à des petites putes ou des enfants, pour eux, qui faisaient le mal, c'était normal, n'importe quoi était normal. Quant à dire qu'ils faisaient du chantage, il y a eu des personnes, pas mon fils, qui m'ont dit oui, il vaut mieux, sinon il y en a qui vont faire ceci. Je dis mais je m'en fous, je les emmerde, puisque j'ai rien fait. Et pourtant, le 23 février 98, dans sa villa de Miami, Lucien Angelmayer cède au chantage et signe un document dont voici l'ébauche. Il y abandonne ses charges au sein de l'association et ses droits sur les actions de toutes les sociétés luxembourgeoises.
Quelles sont les responsabilités exactes du patriarche? Qui ont été ses complices? Où est l'argent? C'est maintenant à la justice de le dire. Une information judiciaire est en cours à Toulouse suite à 6 plaintes déposées pour abus de faiblesse et à 2 plaintes pour abus sexuels et viol sur mineurs, un délit passible de la cour d'assises. Pour la justice, comme pour les pouvoirs publics, le dossier est embarrassant. Dans l'affaire du patriarche, il y a une responsabilité collective. Hein. Il y a celle des magistrats qui n'ont peut-être pas été très vigilants là-dessus. Et puis, il y a celle des autorités publiques qui, finalement, ont choisi la facilité. On fait un gros chèque une fois par an aux associations de M. Lucien Angelmeyer. C'est le financement public, le financement auquel nous participons tous avec nos impôts. Hein. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est arriver à refaire ma vie, éventuellement d'être dédommagé, mais aussi, surtout, que ces gens-là soient jugés. Et je veux pouvoir dormir tranquille, sans penser à tout ça, sans faire de cauchemars, et en me disant que qu'il y a une autre vie après une secte, quoi. Voilà, je suis beau. Alors, Valérie, je le rappelais tout à l'heure, et vous l'avez rappelé aussi dans votre sujet, les centres du patriarche ont été ouverts dans les années 70, disons. Est-ce qu'on savait à l'époque ce qu'il s'y passait réellement ? Oui, quand on mène l'enquête, ce qui est surprenant, c'est que on peut dire qu'on sait depuis le début. J'ai parlé dans le reportage de cette revue anarchiste dans laquelle on trouve déjà les notions de domination, de raquette économique, du fait qu'on confisque les papiers aux pensionnaires quand ils arrivent, du fait qu'on organise des chasses à l'homme quand ils s'échappent des centres. Il y a eu de nombreux articles au fil des ans concernant le patriarche, de nombreuses polémiques, notamment quand Lucien Angelmeyer a ouvert ce qu'on a appelé les sidatoriums, des espèces de centres de soins où il regroupait les malades du sida. Les polémiques, elles n'ont pas cessé. Il y a eu le rapport Consigny, un inspecteur des finances en 86, qui dénonçait les pratiques illégales de l'association au niveau financier et qui demandait à l'État de suspendre ses agréments. Et malgré cela, il a fallu attendre 96, donc 10 ans plus tard, pour que le patriarche soit classé comme une secte dans un rapport parlementaire et que l'État suspende des financements. Mais pendant 22 ans, l'État a subventionné le patriarche, a subventionné donc une secte et a versé plus de 100 millions de francs au total. Alors pourquoi l'État, les pouvoirs publics, les différents pouvoirs publics ont fermé les yeux si longtemps? C'est incroyable cette affaire. Alors il y a sans doute beaucoup de raisons. Je crois que, avant d'aller chercher très loin, la plus simple, c'est que le patriarche rendait service et qu'il avait cette force d'accueillir les gens sans délai. La grande force du patriarche, c'est l'admission immédiate. Alors que dans d'autres centres de post-cure traditionnels, il y a souvent des listes d'attente d'en moyenne 3 mois. Parce que l'État ne pouvait pas gérer ce problème, c'est ça, hein? Il le gérait difficilement et le patriarche savait à quel point c'était difficile pour l'État, connaissait le manque de place et avait lui toujours la porte ouverte. Il y a de nombreux juges qui ont placé des jeunes au patriarche en injonction thérapeutique ou même des mineurs parce qu'il n'y avait pas d'autres centres ailleurs pour placer ces jeunes. Donc la justice peut être à certains titres embarrassée aujourd'hui d'avoir à quelque part condamné cette association où elle envoyait des